Bienvenue. Aujourd'hui, on part au Pérou, explorer un des sites les plus énigmatiques au monde, les lignes et géoglyphes de Nazca. Oui, bonjour. On parle d'un désert immense, gravé de figures absolument monumentales, qu'on ne voit bien, souvent, que depuis le ciel. Pour en discuter, on va s'appuyer sur des extraits d'un livre fascinant, Les pistes de Nazca de Simone et Jack Weisbar. Exactement. Le livre pose les grandes questions. Qui a fait ça? Pourquoi? Et surtout, euh, comment c'était possible il y a 2000, 3000 ans, voire plus? Le décor, c'est un désert, presque lunaire, très aride. Et sur ce sol, on trouve des lignes droites parfaites sur des kilomètres. Des formes géométriques énormes, des trapèzes, des triangles, qu'on appelle parfois des pistes. Et aussi, c'est ça qui est incroyable, plus de 200 figures d'animaux, de plantes, un singe, une araignée, des oiseaux. Tout ça réalisé avec une technique simple en apparence, le raspage. En gros, on gratte la surface caillouteuse, sombre. Pour révéler le sol plus clair juste en dessous. C'est le contraste qui crée le dessin. Voilà. Et ce qui est frappant, au-delà de la diversité des formes, lignes, figures, centres d'où partent des rayons, c'est l'échelle et la précision. Ah oui, comment ils obtenaient ces courbes parfaites sur des centaines de mètres, sans vue d'ensemble? C'est le grand mystère technique. La source, le livre des Weisbard, suggère un travail humain absolument colossal. Des milliers d'heures de travail. Et pour la méthode, des outils simples? Probablement. L'hypothèse la plus courante, c'est l'utilisation de piquets, de cordes pour tracer les lignes droites et les formes géométriques. Assez basique, mais efficace. D'accord. Et pour les mesures? On pense à des unités basées sur le corps humain, comme la brasse, qu'on appelle harikra, ou l'empan, le kappa, des mesures assez standards dans les sociétés anciennes. Et pour les courbes complexes des animaux, là, une corde, ça suffit pas? Non, effectivement, la source évoque une méthode ingénieuse, un système de pierres repères. En gros, on décomposerait la courbe en petits arcs de cercle successifs, guidés par ces pierres. Ça permettrait de garder la fluidité du tracé au sol. Malin. Ça demande une sacrée organisation quand même. Mais bon, la question qui brûle les lèvres, c'est pourquoi? Pourquoi tout ce travail? Alors là, on entre dans le domaine des hypothèses, et la source en explore plusieurs. La plus célèbre, c'est celle du calendrier astronomique géant. Ah oui, l'idée popularisée par Paul Kozok et surtout Maria Reiche, la dame de Nazca. C'est ça, l'idée que certaines lignes ou certaines figures seraient alignées avec le lever ou le coucher du soleil au solstice, aux équinoxes, ou avec certaines étoiles importantes. Une sorte d'observatoire à ciel ouvert, hein? En quelque sorte. Le livre imagine même ce prêtre astronome, le sultan à Nazca, scrutant le ciel pour rythmer la vie de la communauté. Mais attention, Oui. la source précise bien que si certains alignements sont troublants, ça n'explique pas tout le site. Loin de là. Il y a trop de lignes, trop de figures qui ne correspondent à rien d'astronomique connu. D'accord. Donc, l'astronomie, c'est une partie de la réponse, peut-être, mais pas toute la réponse. Quelles autres pistes le livre explore-t-il? Il y a la piste rituelle, très importante. Hans Horkheimer, par exemple, pensait que c'était des chemins pour des processions. Des chemins sacrés. Oui, peut-être liés aux différents clans, aux familles ou au culte des ancêtres. Des chemins des âmes, comme certains les appellent. Et Jiménez Borja, un autre chercheur cité, il y voyait quoi, lui? Lui, il penchait pour des sortes de schémas de danse, des chorégraphies rituelles à suivre au sol. Ah, intéressant. Surtout que beaucoup de figures animales sont tracées d'un seul trait continu. Exactement. Un trait qui souvent revient près du point de départ. Ça colle bien avec l'idée d'un parcours qu'on suit d'une déambulation rituelle. D'accord, donc rituel, cérémonie, et le lien avec l'eau, c'est vital dans ce désert. C'est une autre hypothèse majeure présentée dans le livre via les travaux de Rossel Castro notamment. L'eau est rare là-bas et les Nazca étaient d'excellents ingénieurs hydrauliques. Les fameux pukios, les galeries souterraines. Précisément. Certains pensent que les lignes pourraient être liées à ces systèmes d'irrigation, peut-être pour marquer les sources, les canaux, ou pour des rituels liés aux dieux de l'eau, Yaku, voire pour la répartition des terres irriguées. Donc on a l'astronomo, le rituel, l'agriculture et l'eau. C'est déjà très riche comme interprétation possible. Et ce n'est pas tout. La source aborde aussi des idées, disons, plus controversées. Comme l'idée que les Nazca auraient pu voler. Oui, c'est une hypothèse qui revient parfois, nourrie par deux choses. D'abord, l'iconographie locale, sur les poteries, les textiles, on voit souvent des personnages avec des ailes, des hommes volants. Et ensuite? Et ensuite, il y a eu cette expérience en 1975, le ballon Condor 1, construit avec des matériaux locaux, tissus, roseaux. Il a réussi à voler, prouvant que techniquement, un vol primitif était envisageable.
Et le livre, La Source, elle en pense quoi de ça? Elle y croit? Elle reste très prudente. L'expérience montre juste une faisabilité technique. Pas que ça a été fait, ni que c'était pour voir les lignes. D'autant qu'on peut les voir depuis les collines autour, non? Pas toutes, mais certaines. Exactement. Les auteurs le soulignent. On n'a pas forcément besoin de voler pour apprécier ou même concevoir ces figures. Et l'hypothèse des extraterrestres, alors? Le livre en parle? Il la mentionne parce qu'elle est populaire, mais il l'écarte aussitôt. Et très clairement. Il n'y a absolument aucune preuve matérielle, aucun artefact non terrestre trouvé sur place. Zéro. Bon, ça remet les choses en perspective. Toute cette complexité, ça montre aussi à quel point ce site est fragile. Ah oui. Et là, impossible de ne pas mentionner Maria Reusch. La mathématicienne allemande qui a consacré sa vie à Nazca. Absolument. La source décrit bien sa dévotion incroyable. Elle a vécu là-bas pendant des décennies, mesurant, nettoyant, protégeant les lignes contre les dangers modernes, la route panaméricaine qui coupe le site, le tourisme sauvage, les projets d'irrigation. Sans elle, une grande partie aurait peut-être disparu aujourd'hui. C'est certain, son travail de documentation et de conservation est juste fondamental. Donc, si on résume ce que dit la source, on a plein d'hypothèses. Astronomie, rituel, eau, agriculture, mais aucune ne suffit à tout expliquer. Le mystère reste, entier, ou presque. C'est exactement ça. Et c'est peut-être ça, la clé. Ne pas chercher une explication unique. Pour les Nazca, toutes ces dimensions, le ciel, la terre, l'eau, les ancêtres, les rituels, étaient sans doute complètement liés, formant un système de pensée cohérent. Une vision du monde gravée dans le désert. C'est une belle image. Oui, Pour terminer, comme toujours, une petite réflexion pour prolonger la discussion, inspirée aussi par le livre. Il parle beaucoup des textiles Nazca et Paracas. ah oui, des chefs-d'œuvre absolus, hein, d'une complexité technique incroyable et contemporain des lignes en plus. Sur ces tissus, il y a parfois des motifs géométriques répétitifs, un peu comme des symboles. On les appelle les topkapus, et on ne sait pas vraiment ce qu'ils veulent dire. C'est vrai, certains chercheurs pensent que ça pourrait être une forme d'écriture ou un système de notation complexe, peut-être calendaire ou généalogique, mais c'est encore très débattu, non déchiffré. Alors voilà la question que ça soulève, un peu en filigrane dans la source. Si ces textiles, si ces topkapus contenaient un code, une sorte de clé de lecture qu'on n'a pas encore comprise. Est-ce qu'il pourrait, un jour, nous aider à décrypter le message des lignes? Exactement, une énigme tissée qui ferait écho à l'énigme gravée dans le sol. De quoi continuer à réfléchir.